Voilà, donc je vais laisser la parole à Marianne, qui va nous faire une petite présentation. Puis après, je pense qu'il y aura des questions et Marianne répondra à vos questions. Puis c'est Elisabeth qui va relayer. Euh, Peut-être que Elisabeth, tu as envie de... Donc c'est la première conférence de l'année, de la saison. Donc on est de la Maison de la Voix, donc on est très très content de redémarrer cette saison. Voilà. Et puis il y en a plein d'autres qui vont suivre. Je te laisse la parole, Elisabeth. Alors moi, je suis ravie d'accueillir Marianne en visio. J'aurais adoré l'accueillir physiquement, mais ça m'aurait rappelé des bons souvenirs. Mm. Que Marianne faisait partie du groupe d'orthophonistes à qui j'ai présenté mon prototype de mon premier livre sur la voix. Je ne sais pas si tu te souviens, chez Karine à Paris. Mais tout à fait, tout à fait. Et Et c'est, vraiment, elle faisait partie des gens qui m'avaient encouragée, poussée. c'était juste dingue, en fait. On était ébahis à chaque page et vous voyez que c'est bien, oui, c'est bien. Et puis ensuite, elle est venue à Strasbourg et on s'est fait une après-midi vidéo des cordes vocales avec Emmanuel Trinquès et c'était aussi tout à fait très très sympa. Et ben, j'espère qu'on aura l'occasion physiquement Mm. de refaire ce genre d'expérience une fois qu'on sera un peu débarrassé de cette saleté de virus. Ah oui. Bah, Marianne, moi je te laisse la parole. Je pense que tu as plein de choses super intéressantes à nous dire et on t'écoute. On va ouvrir nos oreilles. Alors, plein de choses. Ah oui, oui, oui. Super intéressante pour quand même que je reste. Enfin, pour moi, le son, après, ça reste vraiment de la technique de son. Ce que je vais vous proposer, c'est un peu quelque chose, ben voilà, dans un monde idéal, voilà ce qu'il faut pour enregistrer de la voix. Je vais partager mon écran. Hop, ici. C'est depuis les lignes. Depuis le début, c'est mieux. Voilà. Autant. Donc, l'idée, c'est de pouvoir choisir son micro. Moi, j'aime beaucoup l'idée d'être indépendant, autonome en tout cas, quant au choix du micro. Et puis, pourquoi le choisir plutôt qu'un autre? Si vous vous pointez dans un magasin de musique en disant « je veux enregistrer de la voix », vous n'aurez pas le micro qu'il vous faut pour enregistrer des pathologies de la voix. Ce sont vraiment des choses très, très différentes. Alors moi, l'idée en fait de la diapo qui vient, c'est vraiment le fait qu'en orthophonie, on puisse naviguer énormément. J'étais diplômée en 2003 et puis voilà, une dizaine d'années plus tard, j'ai complètement eu envie de changer, d'arrêter l'orthophonie. J'ai eu quelque chose qui se coinçait à ce niveau-là. Et j'ai fait une formation d'ingé son parce que ça m'a toujours fasciné. Le son, la voix, l'enregistrement, le fait de capter comme ça un instant et de le faire, de le rendre éternel et de pouvoir l'écouter. Ça a toujours été, ça m'a toujours sidérée. Et en fin de compte, lors de la formation, tout au long de la formation, je me suis rendu compte que orthophoniste un jour, orthophoniste toujours, je n'arrêtais pas de faire des liens, je n'arrêtais pas de faire des ponts avec ma pratique clinique. Et finalement, en creusant un petit peu cette envie-là, j'ai pu partir en 2014, faire 2 ans sur un master de recherche de l'influence dans la prise de son. Comment est-ce que différents micros, c'est ça qu'on dit quand on parle de prise de son, comment différents micros vont modifier le signal acoustique et donc l'interprétation que l'on va en faire derrière. Ça a été vraiment une expérience formidable parce que il y a quelque chose chez les ingé-sons d'un peu instinctif, un peu artistique, un peu inné comme ça, mais qui est extrêmement technique en réalité. Et moi, ça m'a beaucoup plu de discuter avec, alors c'était Claire Pilot-Loiseau et Coralie Vincent, qui est chercheuse au CNRS, qui ont co-dirigé mon mémoire. Et ça m'a beaucoup intéressée d'avoir une vision scientifique en fait de tout ça. C'était vraiment passionnant.
j'aime beaucoup transmettre, donc j'ai monté très vite suite à ça des formations auprès des orthophonistes et j'ai réalisé, j'ai suivi le DU de laryngophoniatrie en 2019-2020. C'était la bonne année pour faire. Voilà. Et donc la question qui revenait tout le temps, parce que ça a été un petit peu ça a été l'objet de mon mémoire de DU. Quel micro acheter pour faire des enregistrements? Donc, le but de cette présentation, c'est de répondre à cette question. Et j'ai voulu rajouter aussi quel système d'amplification on peut proposer à nos patients. Et enfin, quelles sont les spécificités techniques à laquelle il faut penser lorsqu'on pense télétravail. Ouais, donc j'ai créé une petite plaquette que je vous diffuserai je mettrai à disposition pour diffusion. Donc voilà le sommaire. L'enregistrement. Alors, on n'a pas toujours de microphone professionnel sous la main, hein. Ça c'est sûr. Et la plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est enregistrer avec son téléphone. Alors, c'est très intéressant d'enregistrer la voix. Moi, je dis toujours, il vaut mieux un enregistrement par un smartphone qu'aucun enregistrement du tout. Par contre, qu'est-ce qu'on va en faire de cet enregistrement? Ça, c'est la grande question. Si on veut en tirer des informations de l'ordre du jitter ou du shimmer, peut-être vous poserez les questions à la fin si ce sont des notions qui ne reviennent pas, ou le HNR, le Harmonic to Noise Ratio, le ratio harmonique sur bruit. Eh bien, on voit qu'avec un matériel professionnel et qu'on compare avec un matériel type smartphone, les valeurs ne sont pas les mêmes. Alors, pas du tout les mêmes, mais pas les mêmes. Donc, à partir de là, il y a trop de variabilité entre les smartphones, il y a trop de variabilité sur les protocoles pour pouvoir les utiliser dans un traitement, j'ai envie de dire, acoustique du signal. Par contre, on peut continuer à entendre que la voix est trop grave, que la voix est timbrée de telle façon, que la voix entre le T0 et le T plus 2 mois que vous avez il y a une amélioration, il y a une variation. Donc ça, c'est toujours possible d'avoir une analyse perceptive. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'analyse objective, ça ne suffira pas. Là où on commence à rentrer dans quelque chose d'assez intéressant, ce sont les enregistreurs numériques. Alors, on me voit là, sur le... Elisabeth, tout va bien? Voilà. Des enregistreurs numériques. Donc, c'est à peu près cette taille-là, voyez. Et en réalité, ce sont exactement les enregistreurs numériques utilisés lors des interviews. Il suffit de rajouter 2 grosses bonnettes RTL et c'est bon, hein, c'est exactement ça qu'ils ont. Voilà. Donc, ça coûte 150, 200 €. Ça coûte de moins en moins cher. Et puis surtout, c'est tout compris. C'est-à-dire que là, on verra plus tard qu'il faut plusieurs éléments pour vraiment réaliser les enregistrements complets. Là, on appuie sur un bouton, puis ça se met en place. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais certaines personnes utilisent toujours dans la même marque, donc ce sont les Zoom. La vidéo en plus. La captation est pas mal. On peut toujours pas faire d'analyse vraiment de type jitter ou HNR. Ici, on peut le faire, mais ça, bon, après, de toute façon, le jitter, le HNR, ce n'est pas non plus ça qui va changer la face du monde de votre bilan. Hein, mais voilà, ce ne sera pas tout à fait ce qu'il faut pour les réaliser. On peut utiliser son ordinateur et brancher un petit micro que l'on trouve en général, un petit micro cravate ou un petit micro aussi que l'on va trouver finalement sur les casques smartphones que l'on va brancher sur la prise micro de son ordinateur. Alors ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment à déconseiller. Donc, la partie de l'ordinateur qui va convertir, le convertisseur analogico-numérique, qui va convertir le son perçu
en signal analogique n'est pas du tout adapté. À moins d'avoir une carte son de malade qu'on n'a jamais dans un ordinateur classique, on n'aura pas la qualité nécessaire. Et puis en plus de ça, l'ordinateur va avoir plein de bruits parasites, le ventilateur, le disque dur qui se met en route, et donc ils vont venir parasiter le signal. Le bruit va être capté et à la fin, le logiciel de traitement du signal ne va pas faire la différence entre un bruit de voix et un bruit parasite, un bruit. Moi, depuis tout à l'heure, là, je vous parle avec ce micro, ici, voilà. Il a l'avantage d'être vraiment les micros qu'on appelle les micros de podcast, où vous avez vu que vraiment ça se développait énormément, le podcast, en règle générale. Et c'est un micro vraiment d'excellente qualité qu'on va pouvoir trouver à peu près équivalent à des micros professionnels de radio. Alors, ce n'est toujours pas des micros professionnels pour enregistrer la voix pathologique, mais on est déjà de l'ordre du micro professionnel. Et là, il est à 70 €, pareil. Donc là, plug and play, vraiment, on branche le micro, on enregistre directement. On verra que la configuration n'est pas forcément idéale, mais en tout cas, on s'approche vraiment de quelque chose de très intéressant. Moi, c'est mon micro fétiche, hein, c'est mon petit micro bijou. Là, il peut y avoir un problème depuis la crise sanitaire hygiénique, simplement, par rapport au micro. On est quand même un petit peu au cœur du problème par rapport au micro. Donc, celui-ci peut tout à fait être utilisé à 1,50 m du patient, un peu de côté. Donc, c'est vrai que celui-ci me sert depuis quelques moments. Et voilà, je me prive, entre guillemets, de certaines analyses, mais je ne m'empêche pas d'enregistrer la voix de manière vraiment tout à fait de qualité. Le problème donc de ce micro, je l'ai mis là, c'est très bien. Le problème, c'est que, voilà, si moi je commence à m'éloigner un petit peu, peut-être vous raconter ou à taper un petit peu. Quand je vous l'avais présenté, vous voyez, à chaque fois, il y a quelque chose. Ah, voilà, ça varie. Alors, ça varie pas beaucoup, mais ça varie. Et ça parasite le signal derrière. Donc, comme c'est un micro qui est posé sur la table, si quelque chose tombe à côté, on va entendre le bruit. Voilà. Alors, pour pallier tous ces problèmes, on utilise une carte son externe. Alors, je ne vais pas sortir. J'arrive. Elle est ici. Donc, ici, on va venir brancher le câble. Et là, on va avoir des petits potards pour varier le gain. Alors, ça, c'est très, très, très intéressant parce que, d'une part, donc, on a ce qu'on appelle une connectique XLR. Voilà, la connectique XLR. Alors ici, c'est la prise mâle que l'on va mettre sur la carte son. Et ici, la prise femelle que l'on va relier au micro. Voilà, comme ça. Cette prise XLR, elle a deux grands avantages. Déjà, les 3 broches la rendent beaucoup plus stable. Et ensuite, cette 3e broche permet d'enlever des bruits parasites. Et puis, les potards vont nous permettre de faire des réglages de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus facile parce que quand vous faites un enregistrement sur la carte son interne de l'ordinateur, vous êtes obligé d'aller cliquer droit sur l'icône du son, aller chercher dans paramètres, vérifier, non, ça bouge, ça sature, ça ne sature toujours pas, j'entends toujours pas, il faut que je monte encore le niveau. C'est vraiment pas pratique. Et là, juste tourner le bouton, c'est vraiment très intéressant. La dernière chose, on le voit là, c'est pas très, très visible, mais on a ce qu'on appelle l'alimentation fantôme, l'alimentation 48 volts. On verra plus tard pourquoi elle est vraiment nécessaire, mais elle n'existe pas sur la carte son interne d'un ordinateur. Donc, enfin, les microphones professionnels. On a les deux dispositifs principaux, c'est les microphones à main, qui se tient donc à la main ou sur un pied de micro, et les microphones serre-tête que l'on va
pouvoir installer un peu comme, excusez-moi, les comédies musicales, hein, comme ça, on va se retrouver à le positionner comme ça sur le patient. Alors, les 2 premiers instants, 2 premières secondes, c'est oulala, oulala. Et puis ensuite, c'est fini. Voilà, on n'y pense plus. Et ça, pour le patient comme pour nous, c'est vraiment idéal parce qu'il ne peut pas donner de coups de dents, il ne peut pas s'éloigner, il ne peut pas, voilà. La distance est toujours maintenue. On a 2 types, 2 grandes familles de micros. 2 grandes familles de capsules. Alors, qu'est-ce que c'est que la capsule? Ici, on a la grille que l'on peut dévisser. Et à l'intérieur du micro, vous avez la capsule. Alors, ça fait vraiment penser au tympan dans le système, Il faut l'imaginer comme ça. Alors ici, ça c'est un micro dynamique, c'est le SM58 de Shure. Et alors, la membrane qui va vibrer sous la pression acoustique et elle est reliée, vous le voyez peut-être, à une bobine qui entoure un aimant. Et ces mouvements-là vont créer un micro-signal électrique, électroacoustique. Alors, le problème, donc voilà, le problème, c'est la première, c'est la technologie originelle des micros. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Donc, la technique est connue, archi connue. Ce qui fait qu'ils sont très, très abordables. C'est les micros les plus abordables. Ils sont extrêmement robustes hein, parce que leur fonctionnement intrinsèque le permet. Mais par contre, vous voyez, il faut quand même que la pression acoustique soit assez forte pour entraîner la bobine avec la membrane. Et ça nécessite du coup qu'il y ait... Enfin, voilà, ça induit qu'elle ne va pas pouvoir bouger sur des mouvements très faibles. Les autres types de microphones sont, on appelle les microphones statiques. Une plaque derrière la membrane est polarisée et les variations de la membrane sous la pression acoustique vont faire varier ce qu'on appelle la capacitance du condensateur. Pour pouvoir avoir le signal qui en ressort, il faut donc cette alimentation fantôme qui va permettre de polariser la plaque derrière la membrane et de véhiculer ce micro, ce sont des millivolts, vraiment, c'est un micro-signal qui est issu de cette variation de capacitance. C'est un micro très fragile. Hein. Il ne faut pas laisser un enfant hurler devant, ça me fait très mal au cœur, des choses comme ça. Mais beaucoup, beaucoup plus précis. Et c'est ce micro-là qui va être recommandé pour effectuer des mesures en laboratoire. Une autre caractéristique vraiment très importante, là on va aller un tout petit peu plus vite hein, parce que ça reste quand même très technique, mais voilà, le microphone en fait, il va pouvoir capter, là, 180, il va capter plus ou moins bien le son en fonction des fréquences, l'idéal étant qu'il puisse capter, alors bon là c'est un microphone qui va capter toutes les fréquences qu'elles viennent de devant voire de derrière la capsule en fait, hein, c'est ça que ça veut dire en 180. C'est pas très très intéressant chez nous, hein, c'est des microphones d'ambiance quand vous voulez sonoriser un film par exemple, hein, vous voulez créer une ambiance comme ça, donc vous enregistrez le bruit de la pièce. Nous ce qui va nous intéresser c'est ce qu'on appelle les microphones cardioïdes qui vraiment vont concentrer devant la membrane. Malheureusement, ça s'accompagne d'un effet de proximité. C'est une amplification artificielle de certaines fréquences. Et donc, ça, c'est travaillé derrière par des ingénieurs. Et c'est pour ça qu'un micro va coûter plus cher qu'un autre. Parce qu'il va justement être travaillé pour lui enlever comment dire, ces défauts. Non, ce ne sont pas des défauts. Certains chanteurs adorent ces effets de proximité, les utilisent vraiment dans leur chant. Frank Sinatra était le champion de l'effet de proximité du SM58. Ce n'est pas un défaut en soi, c'est une qualité intrinsèque du micro. On ne peut pas faire sans. Si ce n'est pas ça que vous voulez dans votre enregistrement, vous changez de micro. En fait, c'est le principe.
Vous choisissez le micro qui correspond à ce que vous voulez enregistrer, en fait. C'est ça, c'est vraiment comme ça qu'il faut le concevoir. Et les micros ont une multitude de caractéristiques techniques qui sont ni mieux ni moins bien. C'est juste qu'elles sont différentes et il faut savoir de quoi ça parle et comment et quelles sont les caractéristiques qui vont nous intéresser. Donc, pour savoir ça, eh ben, il faut connaître et bien respecter la fiche technique de microphone. Vous ne pouvez pas demander à un microphone de ne pas avoir les capacités que vous vouliez qu'il ait. Il est comme ça, c'est tout. Voilà. Une autre chose aussi, c'est que en fonction de la fréquence, le microphone va amplifier plus ou moins, va plus ou moins bien capter, va plus ou moins bien rendre. Voilà, et on cherche à avoir évidemment la courbe la plus plate possible pour qu'à n'importe quelle fréquence, le micro ait un comportement similaire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je varie d'intensité qu'on entend que ça varie d'intensité ou dans l'enregistrement. Et un microphone professionnel ne doit pas varier de plus ou moins 2 dB, c'est conventionnel. La bande passante, c'est l'éventail de fréquences où on observe cet écart maximal. Et pour pouvoir avoir un microphone qui s'utilise dans l'enregistrement de la voix humaine et de la parole, il faut que ce soit entre 20 et 20 000 Hz. Alors, entre 20 et 20 000 Hz, on les trouve quand même assez rarement à des prix abordables. Bon, y a des... Mais en tout cas, les 20 000 sont vraiment importants pour avoir toutes les composantes du timbre. Et enfin, la dynamique, qui est quelque chose de très, très intéressant aussi, très important à avoir en tête, c'est-à-dire qu'il doit être capable d'enregistrer votre patient Parkinson jusqu'à votre chanteuse lyrique. Il doit être capable de tout encaisser. Il doit être capable de discriminer, entre guillemets, d'avoir la possibilité d'enregistrer la voix, d'isoler la voix par ce côté un peu cardioïde qu'il avait par rapport à un bruit ambiant dans une pièce, et en même temps, il faut pouvoir l'utiliser de manière assez intense. Donc, il faut choisir un micro qui est capable d'enregistrer moins fort que le niveau le plus bas de la voix humaine et plus fort que le niveau le plus élevé de la voix humaine. Donc, voilà, entre les deux, il y a une plage dynamique qu'on recommande à 135 dB. Voilà, c'est pareil, c'est une convention. C'est rare de trouver un micro abordable entre 15 et 135 dB, donc il y a une plage de 120 dB et ça permet d'aller jusqu'à 135. Ça, c'est dans l'idéal. Hein. Voilà. Donc, les recommandations, c'est de toujours pouvoir vérifier les caractéristiques. Un micro qui n'a pas de fiche technique n'est pas un micro professionnel. Un micro qui n'est pas professionnel ne peut pas être utilisé pour enregistrer des voix pathologiques dans le cadre d'études ou dans le cadre, voilà, si vous voulez faire participer, si vous voulez analyser de manire objective et très précise, si vous voulez vouloir donner des valeurs de jitter et de shimmer à vos enregistrements. Le microphone doit être de type serre-tête, donc autour de la tête. Il doit être statique ou à condensateur, c'est la même chose. Supercardioïde, il doit avoir une bande passante de 20 à 20 000 Hz et une dynamique de 15 à 135 dB. Donc, une fiche technique, ça ressemble à ça. Voilà. Ça, ce n'est pas très, très lisible, mais on voit ici une énorme courbe verte qui descend complètement dans les dB. C'est une fonction que certains microphones ont, qu'on appelle un filtre coupe-bas, qui permet d'éviter, quand vous êtes sur scène, de capter tous les sons de batterie ou de basse ou des sons quand vous marchez sur la scène, boum, 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 le boum, boum, boum. Comme ça, vous n'avez que la partie voix parlée, en fait. Ça ne nous intéresse absolument pas, bien sûr, de l'enclencher quand on enregistre. Mais encore une fois, c'est une fonction qui peut nous sembler aberrante, mais qui est hyper utile dans certaines situations. Donc voilà, une fiche technique. On voit qu'il est donc bien cardioïde, qu'il va bien de 20 à 20 000 Hz. Son max SPL est à 126 dB. Voilà, il faut faire attention du coup. Il ne pourra pas aller trop dans l'intensité. Et puis, c'est tout ce que je voulais voir là-dessus. Oui, en fait, vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'informations dont on ne fait pas grand-chose, mine de rien. Donc, c'est le micro que je vous ai montré tout à l'heure, qui est ici, et qui a sa petite bonnette, en fait. Et si j'enlève la bonnette pour trouver l'illustration.
Donc, c'est lui que je n'utilise plus depuis quelques temps. Je sais que Johanna Révis continue à utiliser des micros serre-tête en mettant une petite Charlotte sur les bonnettes. Alors, elle m'a dit qu'elle avait acheté ça au début et puis que c'était par paquet de 200. Elle a dit, bon, j'espère que la Cristénila va me dire un petit moment parce que j'ai de quoi faire. Alors, est-ce qu'on fait une toute petite pause là, Elisabeth, pour poser quelques questions et puis je parlerai de l'amplification et du télétravail Oui, moi je pense que c'est une bonne idée, comme on Ouais. n'est pas très nombreux. Alors, Olivia a posé une question. Oh, ma mince alors. J'arrive pas à lire, alors qu'est-ce qui se passe, Olivia? Ah voilà. Voilà. Bah, Olivia, écoute, je te laisse poser la question peut-être directement. C'est plus simple que je... En fait, comme tu as dit que tu relayais, je ne savais pas si on devait les noter ou si on pouvait prendre la parole. Ouais. Alors, moi, j'ai plusieurs questions à te poser. La première qui me vient là, c'est... Tu parlais, alors moi je ne connais pas du tout les références JTR et HNR. Je t'avoue en fait que ça m'intéresse énormément cette conférence que tu proposes parce que moi j'enregistre très peu mes patients et c'est surtout parce que je ne sais pas quoi utiliser. Oui. Et donc, je me dis, oui, je peux faire un enregistrement sur le téléphone, mais après, comment je m'en sers, comment j'analyse, voilà, qu'est-ce que, à part l'idée de pouvoir comparer entre le début de la prise en charge, par exemple, et un moment dans la prise en charge. Donc, je me dis, comment est-ce que toi, tu utilises ces références dans ton analyse de la voix du patient? Oui. Et est-ce que tu les mets en parallèle de ton analyse des paramètres de la voix que l'on va, voilà, ton analyse du timbre, ton analyse de l'intensité, des capacités de variation de fréquence, etc. Oui, je vois une vraie différence parce que de temps en temps, je fais des animations, des confs où je prends donc ce micro, là je ne suis pas chez moi, où je prends ce micro du bureau. Et parfois, je suis bien embêtée parce que je l'ai oublié à la maison et je ne l'ai pas. Donc, j'enregistre en smartphone et je refais l'enregistrement la semaine suivante. Je pense bien à prendre le micro parce que. Alors, après, j'ai fait cette formation ingé son aussi parce que j'ai une espèce d'oreille, hein, tu vois, pas forcément musicale, mais je porte énormément d'attention maintenant que je sais en plus comment ça se fait, au mode d'enregistrement. Et aujourd'hui, je ne peux plus me passer d'un enregistrement de qualité, même informel. Je trouve que la restitution des particularités, on ne sait pas très, très bien ce qu'on veut regarder par les informations objectives. Quand on dit jitter, shimmer, HNR, on essaye de pointer voilà, le spot sur des informations, mais est-ce que ce sont vraiment celles-là qui nous font dire cette voix est plus pathologique qu'une autre, ce timbre est plus pathologique qu'un autre? Je ne suis pas sûre. Je pense qu'on est encore en train de chercher, que les informations que Pratt nous permet d'extraire ne nous donnent pas autant d'informations qu'on voudrait, qu'on aimerait en avoir, et que ça reste encore cette voix, cette oreille humaine, hein, qui va nous permettre d'avoir cette sensation de ça stagne, ça s'améliore, ça régresse en comparant deux enregistrements. Donc, s'il n'est pas fait, s'il est fait au smartphone, franchement, il me suffit plus aujourd'hui pour remplir toutes mes cases intérieures d'analyse perceptive. Mais elles sont complètement personnelles. C'est quelque chose qui se travaille, qui se construit à force d'écouter des voix et encore et encore et encore, et d'autres voix différentes. Et on se crée cette grille comme ça d'appréciation. Et ce n'est jamais aussi fin qu'avec un bon enregistrement. Ça, c'est sûr. J'extrais de temps en temps des jitters et des shimmers, en particulier, mais les dernières fois où vraiment j'ai mis énormément d'importance, c'était il y a 5 ans pour mon mémoire de master, parce que finalement, dans ma pratique clinique, j'ai envie de dire vraiment quelque chose de
presque mal poli, mais je ne m'encombre pas avec ça en réalité. Je suis un peu comme toi, je ne sais pas trop quoi en faire. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je ne me sers pas de ces excellents micros pour forcément tirer des informations objectives, mais par contre, je ne peux plus m'en passer pour avoir une analyse perceptive de qualité. D'accord, donc finalement, tu l'utilises comme tu as ton analyse avec l'oreille humaine, et Oui. puis tu l'utilises comme support peut-être supplémentaire pour affiner encore davantage cette analyse-là? Ouais, même pas, je Même pense pas? pas. Non, non, je ne pense pas. Ça va me servir aussi euh, sur les comparaisons d'intensité entre de la lecture simple et de la lecture projetée, mais une comparaison relative. Je ne vais même pas l'utiliser, tu vois, pour dire sa voix est à tant de dB, parce qu'il faut tout un protocole pour pouvoir déterminer une analyse, enfin une intensité absolue. Là, entre deux enregistrements réalisés dans les mêmes conditions, tu peux dire qu'il y a une variation possible de temps de dB. Et ça devient intéressant, tu vois, couplé à l'observation de la personne sur est-ce qu'il n'y a pas du coup un comportement physique, corporel, qui peut-être peut être évité d'ailleurs, mais en tout cas voilà, le fait de parler fort va réquisitionner toute une chaîne musculaire et peut-être pas nécessaire. Et puis, est-ce que par rapport à ça, il y a une évolution du timbre également? Ça permet de savoir si un, c'est possible, et si deux, c'est pas trop coûteux pour la personne. Voilà. Okay. C'est une information parmi d'autres, vraiment. Cet enregistrement, c'est une information parmi d'autres. Mais je ne peux pas la traiter de manière aussi efficace si elle n'est pas réalisée correctement. D'accord. Et donc, toi, tu utilises ton... Je suis désolée, hein, je me lance dans mes questions, j'en ai noté plusieurs. Vas-y. Donc, avec ce micro-là. Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais savoir, c'est si tu utilisais ce micro rouge quand tu souhaitais enregistrer. Oui, et justement, lui, il est vraiment très, très... Lui, il a également Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai débranché. On t'a perdu. On t'a perdu un petit temps. On t'entend plus. Non, on m'entend plus du tout? Ah, maintenant oui, ça y est. Voilà, c'est ça. Je remets mon écran. Oui, je l'avais débranché. Pardon. C'est le problème. Non. Alors, excusez-moi. Un intérêt assez intéressant, c'est que si je maintiens un son, voilà, je n'ai pas varié mon intensité, j'ai simplement varié le gain. Et ça, c'est assez intéressant quand vous voulez justement avoir un enregistrement d'une voix plus faible ou d'une voix plus épaisse, donc c'est plus intense, pardon. Donc, c'est finalement le potard que l'on retrouve ici, en fait. C'est assez intéressant. Et d'autre part, il a quelque chose de très intéressant lui aussi. Si je continue de vous parler sans m'arrêter, est-ce que ça va s'entendre? J'ai l'impression de changer d'environnement sonore. C'est plus ou moins spacieux autour de moi. Il y a différentes ambiances. Il est plus ou moins cardioïde. C'est ce que je vous montrais. Soit il enregistre vraiment tout le son, soit simplement. Donc, c'est très, très intéressant aussi, ça. C'est vraiment le micro de podcast. Je vais le remettre sur cardioïde. OK. Pour qu'on soit vraiment dans quelque chose d'un petit peu intime, comme ça. Tout de suite, ça referme autour de ma voix. Ça donne quelque chose de beaucoup plus confidentiel. Et ça, c'est mon micro-chouchou. C'est vraiment mon micro-chouchou. Il est, pour 70 €, il est extrêmement qualitatif. Ok, super. Je peux encore poser une question? Je pense. Alors,
Là, je vais te donner un contexte clinique que j'ai eu Ouais. il y a quelque temps. Je suis plusieurs patientes, d'ailleurs, qui ont une dysphonie spasmodique. Et pour certaines, il y a tout un contexte de difficulté à prendre la parole face à quelqu'un avec cette voix qui a du mal à sortir, qui est serrée, qui spasme régulièrement. Et j'ai souhaité enregistrer une de mes patientes parce que je trouvais qu'elle avait fait des progrès énormes. Et ça l'a complètement déstabilisée. Mm. Alors j'avoue que là j'ai utilisé smartphone parce que je n'ai pas encore ce magnifique micro rouge et en fait ça l'a complètement déstabilisée et elle n'a pas réussi. Elle n'a pas pu parler, ça l'a complètement, du coup elle a serré et il y avait carrément plus de voix. Et je me demandais si ce type de micro que tu nous as présenté, notamment le rouge là, avait cette capacité si on le mettait, si finalement est-ce que, alors j'ai bien compris l'idée qu'il y en a où c'est préférable qu'on soit finalement face au micro pour que le son soit pris, mais est-ce que ce serait possible de dévier le micro et que la personne ne soit pas directement en face parce que elle, ça l'a complètement déstabilisée. Honnêtement, moi, je pense que la meilleure façon, c'est le micro serre-tête, hein, parce que Ok. là, elle le voit et quand il est là, tu l'écartes bien, elle ne le sent même plus au bout de quelques secondes. Ce stress de l'enregistrement, je l'ai trouvé chez chaque personne qui rentrait dans le studio, hein. Il y a combien de blagues d'ailleurs autour de ça. C'est avec il y en a une qui est sortie il n'y a pas longtemps, la chanson quand tu la bosses chez toi, la chanson quand tu la bosses devant tes parents, où c'est un Winnie l'ourson de plus en plus mal dessiné, et la chanson quand tu l'enregistres en studio, où c'est vraiment un pauvre trait un peu coloré. C'est tellement mieux quand on est seul. C'est aussi pour ça l'essor de tous ces micro-podcast home studio, c'est que justement de pouvoir créer chez soi, c'est une liberté formidable. Ça peut être une idée aussi, là, en le disant, tu vois, qu'elle s'enregistre elle-même sur son C'est ça. smartphone chez elle, quand elle le sent, quand elle est bien, et qu'elle ne s'écoute pas si elle ne veut pas s'écouter. Parce que c'est ça, hein, ça c'est super dur. Hein, quel que soit, on a toujours évidemment cette voix différente de la voix enregistrée. Et on tombe des nues en disant, c'est ça ma voix, mais quelle horreur. Elle est toujours voilà, un demi-ton plus aigu. On n'a pas toutes ces composantes osseuses qui viennent remplir aussi le timbre, donner voilà, quelque chose de très plein. C'est normal d'avoir une appréhension de l'enregistrement et en plus de s'écouter. Ça, c'est vraiment double peine. Oui, on se reconnaît jamais en fait. Non, on se reconnaît jamais. Alors, toujours dans les enregistrements, ce qui est vraiment passionnant, là, c'est d'avoir, pour moi, là, récupéré en post-Covid, donc un monsieur vient me voir pour une paralysie récurrentielle et j'ai enregistré sa voix sur le répondeur. Ça, c'est super intéressant d'aller récupérer des voix avant problème. Non pas pour l'atteindre, hein, pour ce monsieur, c'était peut-être pas, mais pour avoir une idée de ce que la personne attend que l'on lui rende. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et toujours pour ce monsieur-là, l'enregistrement, quand on s'est rencontrés, m'a vraiment permis de temporiser un petit peu, enfin de calmer un petit peu ces revendications, entre guillemets, mais voilà, ça n'avance pas, il n'y a pas de changement, il ne s'est rien passé. Ah, si. si, je vais vous enregistrer là sur les mêmes épreuves, dans les mêmes conditions. Et c'est pour ça que le smartphone, tu vois, il pose encore un peu problème, parce que là, au moins, je ressors, entre guillemets, mon protocole. Il y a quelque chose aussi d'un peu, bon, voilà, ça rigole plus, on va dire. Il y a quelque chose d'un peu officiel comme ça. Et là, c'est intéressant. C'est intéressant pour ce monsieur pour avancer. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, que les patients te disent à un moment, non mais là j'ai l'impression que je stagnais. Ah oui, vous trouvez vraiment que ça s'est amélioré?
parce qu'ils s'entendent tout le temps et puis ils sont plus dans ce qui ne va pas que finalement dans ce qui va mieux. Et ok, donc effectivement, ce serait tout à fait judicieux de l'utiliser comme ça. J'entends. Ouais, super. Merci. Mais je t'en prie. Moi, si je peux juste rajouter quelque chose, ça me fait penser un petit peu dans ma pratique et ce que je dis un petit peu aux étudiants quand je leur fais cours sur le bilan phoniatrique, c'est que finalement, la partie où on a presque la vraie voix du patient, c'est lorsqu'il il ne sait pas qu'on est déjà en train de l'écouter et de l'entendre et de coter sa voix. C'est vrai qu'à partir du moment où il est, pour moi par exemple, au poste d'examen phoniatrique, c'est plus la même voix. D'abord parce que je vais faire une épreuve de lecture ou je vais faire un TMP et donc on n'est pas du tout dans les conditions de la voix conversationnelle. Et c'est vraiment pendant la partie où il se raconte, donc sa propre vie, l'histoire de son trouble vocal, c'est finalement à ce moment-là qu'il est, il est dans le naturel de sa voix. Parce qu'à partir du moment où on dit on va commencer l'enregistrement, il se redresse, il doit se dire dans sa tête, on m'a dit qu'il fallait que je respire par le ventre, donc maintenant je vais faire un effort, et c'est plus la même voix. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, à moins d'enregistrer le patient à son insu, ce qui est éthiquement impossible, on ne peut pas se passer de l'écoute à l'oreille. Et donc, cette part de l'écoute, de la cotation à l'oreille, elle est, à mon avis, tout à fait complémentaire de ce qu'on va enregistrer après, de ce que tous les logiciels d'analyse du son vont nous donner. Mais je pense qu'il faut continuer de se former à apprendre, à repérer les choses. Parce que je pense qu'à partir du moment où il y a de la technique qui se met entre nous et le patient, c'est plus la même voix. Alors peut-être qu'avec le temps, le patient peut arriver à revenir au naturel de sa voix, après avoir domestiqué la propre écoute de sa voix, le fait de parler avec un micro. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez, je ne sais pas comment dire, d'assez insurmontable de ce côté de... la voix change en fait en fonction du contexte dans lequel on va l'examiner. Oui. Et puis l'intérêt, c'est d'être au plus près de la voix du patient quand il n'est pas avec nous, en fait. C'est surtout ça. Oui, c'est ça. Parce que c'est le but, c'est ça, c'est quand même de l'autonomiser, de lui donner des outils pour que quand il n'est pas avec nous, sa voix soit confortable finalement, ou qu'on arrive à l'accompagner là où il veut aller, dans la mesure du possible, bien sûr. Et vraiment pour compléter cet enregistrement, même si à partir du moment où il sait qu'il va être enregistré, la vidéo vraiment est très, très, très pertinente. Très, très pertinente. Ne serait-ce que cette espèce de regard que parfois il nous envoie pour dire au secours, au secours, je ne sais pas. Alors qu'il y arrive, c'est très, très curieux, où il se plante complètement, mais tout va bien, c'est nickel. Ça, c'est très intéressant aussi à observer. C'est tout l'intérêt du biofeedback, en fait. Oui, tout à fait. De donner du palpable à cette fonction qui est totalement évanescente, qui disparaît aussi vite qu'on la produit. C'est quand même difficile de faire un travail sur un matériau qui est déjà perdu à peine produit, en fait. Oui, c'est ça. Et qu'on ne peut pas rectifier, du moment qu'on essaye de commencer à tenter de le rectifier, c'est déjà pareil, c'est déjà perdu. Donc, c'est très frustrant. C'est OK pour les questions. Je continue sur... Oui, je crois qu'en tout cas, personne n'avait émis le souhait d'en poser, sauf si quelqu'un en direct, là, a envie de rajouter quelque chose ou pas. Sinon, tu continues. Puis Allez, je continue alors. Sur l'amplification, donc au cours de ce mémoire de recherche, là, je me suis un petit peu penchée sur les systèmes d'amplification vocale. Donc, ça permet de pallier de nombreuses difficultés de communication. Je rappelle 2-3 petits éléments techniques, même si j'imagine que c'est l'effet lombard, c'est le fait d'avoir un comportement vocal qui va chercher à passer au-dessus du bruit, à parler plus fort. Donc, on arrive sur la parole lombard. Et ce n'est pas toujours possible.
malheureusement. En tout cas, ce n'est pas toujours possible longtemps. Donc, on a des conséquences sociales énormes de type évitement, enfermement. Hein. Je pense que vous avez tous en tête des patients parkinsoniens qui de par la perte d'intensité de leurs paroles ou d'autres pathologies neurodégénératives, de toute façon, plus personne ne m'entend au repas de famille, donc je ne veux plus y aller. C'est vraiment un cercle vicieux très, très grave. Quand on ne peut pas pousser sur sa voix, quand on n'a pas la technicité, en fait, alors pousser sur sa voix, c'est une drôle. En fait, quand on est dans cet effet lombar, on est malgré soi embarqué dans cet effet-là. Donc, il n'y a pas de vraie réflexion qu'on peut retrouver chez des professionnels de la voix ou des chanteurs lyriques qui vont chercher à obtenir une voix intense. Là, c'est fait vraiment malgré nous. Si le geste vocal n'a pas été travaillé, n'a pas été élaboré de manière saine pour pouvoir arriver avec plus d'intensité, ou qu'on n'a pas eu le temps de reposer sa voix depuis la dernière fois qu'on l'avait un petit peu abîmée, ça va vraiment accélérer encore les difficultés. Et puis quand donc on a besoin de proposer quand même assez vite à nos patients dysphoniques une solution pour pouvoir amplifier la voix. Et puis pour les pathologies neurologiques non réversibles, il faut quand même essayer de chercher une solution pérenne. Alors, quel dispositif? Ça, c'est pas si facile en fait. Pour les dysphonies dysfonctionnelles, c'est Angélique Remacle, surtout, qui a travaillé sur ce sujet, qui rappelle la différence entre le surmenage vocal, donc une utilisation vocale supérieure aux capacités de récupération, et un malmenage vocal qui fait appel à la notion de forçage vocal, et cela, c'est un fonctionnement anormal du geste vocal. Le but de la rééducation orthophonique, c'est donc de rééquilibrer ce geste vocal, et c'est basé sur l'adhérence du patient à la rééducation. S'il voit qu'il a une amélioration acoustique notable et rapide, et s'il n'a pas le temps de récupérer sa voix, comme on a vu sur la diapo précédente, l'enseignante va très vite dire à l'orthophoniste, de toute façon, ça ne sert à rien. Ah oui, mais c'est un peu compliqué. Et même avec nos enregistrements, c'est vrai qu'il y a, sur la période où ils veulent avoir une vraie modification du geste vocal, c'est-à-dire 6 semaines, en gros, c'est à peu près ça. Ben non, c'est un peu court, en fait, pour avoir quelque chose d'efficace. Donc, ce système d'amplification vocale, c'est quand même assez intéressant. Alors, toujours dans sa thèse, elle rappelle différentes études et qui concluent à l'intérêt de l'amplification vocale, toutes pour dire vraiment dans le cadre des dysphonies fonctionnelles, vraiment l'utilisation de l'amplification vocale est très, très intéressante, mais seulement 2 citent le dispositif. Alors ça m'embêtait, parce que moi, je veux bien que le principe soit bien, mais quel matériel technique, en fait, c'était ça l'idée. Elle utilisait, en 2013, j'ai dû moi la voir en 2014, Journée de la Frobe de Marseille, et elle utilisait le WAP5 de Monaco à ce moment-là. Dans le cadre de la maladie de Parkinson, il y a eu une étude très intéressante en 2016 par Andretta et Al, qui se proposait de comparer l'efficacité de 7 appareils. J'aimerais bien refaire cette étude-là avec d'autres trucs. À travers une tâche écologique. Une conversation dans un bruit ambiant de conversation. Donc, vraiment, on est au restaurant ou dans un salon de thé, je ne sais pas, et il y a du bruit de conversation tout autour et on essaye d'avoir une conversation. Et je trouve ça vraiment très, très intéressant. En comparant les questionnaires d'évaluation des utilisateurs et des évaluations d'intelligibilité par un jury non expert. Alors ça, j'ai trouvé ça génial aussi. Vraiment, j'ai trouvé cette étude formidable. Alors, le classement donne le Boomvox en premier, le Chatterbox ensuite, la Voice 7, mais seul le Chatterbox est encore commercialisé. Donc, j'ai récupéré, en fait, les références et voyez qu'en gros, on a autant de frais de port que de valeur du Chatterbox là, sur le petit tableau. Donc, non, on ne fait pas venir le Chatterbox, ça nous revient à 400
400 €. On ne peut pas proposer ça à nos patients parkinsoniens. Non, ça ne marche pas. Caramba, encore raté. Bon. Donc, je suis allée regarder sur Amazon, sur ces discounts, et j'ai trouvé des amplificateurs. Alors, des systèmes d'amplification sans référence technique. Alors, vous avez vu que je vous ai présenté les micros avec des fiches techniques. Moi, s'il n'y a pas de fiches techniques, je ne peux pas dire que c'est un bon système d'amplification. Je suis désolée. Je n'ai aucune idée de la qualité de ces systèmes d'amplification. Néanmoins, ils sont disponibles facilement. Et le T9, là, en particulier, à 30 €, tout compris, ça peut être une bonne façon aussi de tester le système d'amplification en général et pour aller sur un système peut-être un peu plus professionnel. Néanmoins, il y a quand même un énorme vide européen sur un système d'amplification. Et pourtant, on voit que ce soit au niveau dysphonie pathologique, au niveau de toutes les pathologies vocales, il y aurait un intérêt certain. Là, j'ai reçu un mail dernièrement d'une orthophoniste qui disait « c'est bien, ça marche bien, c'est super. En réunion, ma patiente peut enfin avoir toute la portée de son intervention. Néanmoins, quand elle veut téléphoner, ça pose un problème. Bah oui, ça pose un problème parce que le système est un haut-parleur porté à la ceinture, en fait. C'est ça, un mini haut-parleur porté à la ceinture. Je devrais mettre des photos du système d'amplification, ça vous donnerait une idée. Et ça ne se branche pas sur un téléphone portable. Et donc, il y a un énorme vide technique, énorme. Voilà ce que j'avais à dire sur le système d'amplification. En terminant, et c'est très bien, par énorme vide technique. J'ai simplement ça à vous dire. C'est fou, quoi, quand même. C'est dommage. Il y aurait plein de choses à faire. Donc, un jour, peut-être, je ferai ma thèse sur les systèmes d'amplification. Tu crées une petite entreprise, Marianne? Oui, je pense. Et je vais me mettre à la R&D, tu vas voir. Ça va être ma troisième vie. Voilà. Tout à fait. Bon, est-ce que vous auriez des retours cliniques? Est-ce que ça vous manquerait, ça vous manque, entre guillemets, de ne pas avoir de référence comme ça à proposer à votre patient? Moi, je sais qu'il y a, j'ai beau vous le présenter, et si mon patient n'achète pas le système, je n'en ai pas à disposition, entre guillemets, pour qu'il le teste. Et c'est dommage, peut-être qu'il faudrait envisager une petite écurie comme ça de système d'amplification, et puis il choisit, il teste sur une semaine ou deux, et puis il nous dit lequel est le plus intéressant, et il se l'achète derrière. Voilà, j'ouvre certaines idées. Alors, moi, j'ai jamais testé directement avec des patients, mais j'ai plusieurs patients enseignants, que ce soit à la fac ou... alors, c'était quand même soit des profs de fac, soit des profs en lycée, qui ont demandé à au rectorat ou à la faculté de pouvoir qu'on puisse leur acheter en fait un micro. C'est pas forcément la même chose que enfin en tout cas ça fonctionnait peut-être pas tout à fait comme l'amplificateur, je sais pas, parce que je les ai jamais vus, en l'occurrence parce qu'ils ne pouvaient pas les ramener jusqu'ici, mais il y en a quelques-uns qui ont réussi à avoir, mais ça fonctionnait comme un micro, très certainement aussi un micro serre-tête, ce qui leur permettait de pouvoir de ne pas avoir à augmenter l'intensité ou à projeter davantage leur voix. Ça, on avait réussi certains ont réussi à avoir ça. Mais sinon, non, j'avoue que j'ai jamais... je ne l'ai pas utilisé. Puis, on essaye de travailler sur d'autres modifications des résonateurs pour obtenir un peu plus d'intensité vocale sans utiliser justement une augmentation du souffle pour ne pas avoir trop de pression sous-glottique. Mais je n'ai jamais utilisé ça. Oui, et ça peut être aussi le micro pupitre là chez ton prof de fac.
Et c'est parce que c'est une technologie un peu plus... il faut quand même... le micro serre-tête mobile, tu as un petit émetteur en fait et tu dois avoir quelqu'un qui doit être reçu au niveau au niveau de la régie, ou alors un micro à main sans fil comme ça. Il y a un petit, je pense que le micro, c'est un micro branché, tu vois. C'est quand même assez technique d'avoir un micro sans fil. Ça reste quelque chose d'assez technique. C'est ma petite précision, désolée. Moi, je suis persuadée, et Angélique Remacle, vraiment, en plus, là, elle est partie dans la réalité virtuelle pour proposer d'avoir un maximum de confort, finalement. Je pense que là, on peut certainement avoir un... Oui, elle a travaillé elle a proposé la réalité virtuelle, donc le casque vraiment, pour faire comprendre aux patients sa modification de comportement vocal en fonction de la situation où l'enseignante se trouvait. Donc, tu es dans une classe et la classe peut être plus ou moins agitée et tu les vois qui écoutent moins tes cours. Et alors, s'il vous plaît, un peu de silence et tac. Voilà. Donc, elle filme et elle permet comme ça en biofeedback de se rendre compte de l'impact de la modification de l'environnement sur la modification du geste vocal. Et ça, c'est pas mal. Pas mal. Donc, pour travailler cette parole lombarde là et de bien rester sur quelque chose de résonantiel et pas d'aller en voie d'appel. Je pense que oui, c'est le confort, quoi. C'est ce qu'on cherche, hein, de toute façon, pas forcément la performance, à l'inverse de peut-être plus des profs de chant. Nous, on cherche l'autonomie et le confort de notre patient, hein. Donc, si pendant quelques semaines, il a besoin de ce système de transition, enfin cette solution de transition, le temps d'acquérir un geste vocal plus performant, c'est vrai que c'est dommage de ne pas en profiter. Voilà. Est-ce que je pars sur le télétravail? C'est OK pour tout le monde? Eh bien, très bien. Le télétravail, ça s'est un peu calmé maintenant, mais quand ça s'est mis en place en 2020, c'était sans préparation aucune pour beaucoup de personnes et dans un contexte ultra anxiogène. On est un peu remis là, ça fait 18 mois, mais quand même, ça n'était pas bien ce moment-là, hein. On était un peu... donc, il y avait toute une série de conseils d'hygiène vocale. Donc, moi, quand j'ai réalisé ce mémoire, on était vraiment en plein dedans. Hein, je l'ai rendu au mois de juin 2020. Donc, il y avait... bon, écoutez, je me suis dit, je vais un petit peu relever tout ce que je vais trouver comme bon conseil et puis le rassembler voilà, pour s'en souvenir. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier dans nos bilans de commencer à demander quelle est la proportion de télétravail. On n'a pas du tout le même comportement vocal quand on est en présentiel et quand on est devant son écran Zoom. Zoom peut beaucoup, mais n'a pas tout. Et c'est un peu comme cette histoire de différence entre analyse objective et analyse perceptive. Il y a un truc qui ne passe pas avec Zoom. Alors, c'est évident que c'est aussi parce qu'il y a des problèmes techniques, les gens ne répondent pas. Quand même, il y a un truc vraiment... le cerveau humain, il faut qu'il soit en contact. Il faut qu'il y ait un truc qui passe, je ne sais pas, des ondes, j'en sais rien, mais ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses à prendre en compte quand même dans cette utilisation du télétravail. Des conseils d'hygiène vocale classiques,
j'ai envie de dire, hein, de boire beaucoup, de faire des pauses, surtout de faire des pauses en fait, parce que finalement, c'est ce qui revient aussi avec cette histoire de télétravail. Quand on était au bureau, à un moment donné, bon, on quitte le bureau, on va faire une pause, on va prendre un petit café, on discute devant la machine à café, on coupe quoi. Là, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les réunions s'enchaînent et des fois, la suivante commence et c'est les retours que je peux avoir là de mes amis qui ont été embarqués dans ce télétravail, ça se régule un petit peu, mais les patrons, entre guillemets, ont trouvé ça génial de pouvoir enchaîner les réunions à foison, mais c'est compliqué. Avant, on pouvait passer d'une pièce à l'autre, voilà, faire des pauses, c'est devenu quelque chose de l'ordre du conseil d'hygiène vocale qui n'était pas avant. Les installations, par rapport évidemment hein, au positionnement, on aura tendance voilà, à se tenir un peu comme ça et ça aura des impacts sur des pauses, des pauses, des pauses. Bouger pendant ces pauses, voilà, on reste encore plus assis que d'habitude. Donc, c'est le site alloortho.com qui a fait un super article là-dessus. Les autres choses que j'ai pu glaner, ça et là, de forums professionnels, j'utilise moi une seule oreillette, en fait, ce qui me permet d'avoir une oreille dans mon environnement. Et donc, plutôt utiliser des oreillettes plutôt que le son de l'ordinateur, parce que vous risquez en plus de faire un effet Larsen, et plutôt une seule oreille. Voilà, moi, c'est au niveau de mon confort. L'autre avantage, énorme avantage de ce micro rouge, mon chéri micro rouge, c'est qu'il remet ma voix dans l'oreillette. Et je peux entendre ce que je vous dis. Et ça, c'est très, très agréable aussi. Et puis, parlez moins fort. Il y avait quelqu'un qui disait, s'imaginer que la webcam est le visage de votre interlocuteur. Alors, tout de suite, évidemment, on va pas... où quelqu'un a fait mis aussi des post-it moins forts pour le faire moins fort, je dirais ça très rigolo aussi. Oui, il y a quelque chose de très très étrange. On essaye de faire passer notre voix, je sais pas, un peu comme dans le Bluetooth aussi. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a des gens ils parlent plus fort que leur voix de Bluetooth dans des voitures. Vous pouvez suivre la conversation et vous entendez mieux. Enfin, c'est assez troublant. Donc, je ne sais pas pourquoi. Certainement encore cette histoire d'effet lombard, quand vous avez du bruit comme ça environnant, vous cherchez à parler plus fort encore. Donc, toujours à l'Ortho. Le centre DOM avait fait DOME à Liège, en Belgique, avait fait des choses assez sympas là-dessus. Spontanez-vous.fr a fait aussi beaucoup de petites vidéos, beaucoup de petits tutoriels sur comment parler en télétravail. C'est très, très intéressant. Spontanez-vous, j'ai vraiment apprécié. Et puis, chanvoietcorps.com, qui est le site d'Emmanuel Trinquès, on ne présente plus. Voilà, qui regorge de petites anecdotes comme ça aussi. La page Facebook, en fait, essentiellement. Restons connectés, qui propose justement de mettre en lien des orthophonistes et des profs de chant. Et c'est vrai qu'on a ce brainstorming là comme ça qui est toujours assez intéressant. Voilà. Et donc, j'ai créé cette plaquette pour pouvoir résumer un peu tout ce que je vous ai dit là ce soir. Après, il y a des questions techniques peu élucidées, un budget limité, donc on essaye d'aller vers le matériel le moins onéreux, mais souvent le moins performant aussi. Et puis, cette plaquette, elle reste toujours améliorée, sa présentation, le référencement, et puis la veille technique, en fait, qu'il faut que j'ai dessus, parce qu'il en sort tous les 6 mois, des nouveaux micros et des nouveaux systèmes et des nouveaux... Donc, il y a des choses qui sont encore mieux qu'avant. Donc, je vous disais, très, très peu d'informations sur les systèmes d'amplification. Et puis, ça se calme, le télétravail, mais voilà, moi, je pense qu'il faut quand même rester un peu vigilant sur des dysphonies dysfonctionnelles qui apparaissent là un peu, alors que tout allait bien jusque-là. Covid, oui, peut-être, mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre façon de travailler et une autre façon d'utiliser sa voix au quotidien dans le travail? Voilà.
Voilà à quoi ressemble la plaquette. Et voilà, merci à tous. Merci. Merci beaucoup, Marianne. C'était vraiment passionnant. Vraiment, j'ai appris énormément de choses. C'est gentil. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions d'ordre technique ou des témoignages ou des questionnements. Ou des choses à rajouter, hein, parce que c'est vrai que c'est... Ouais. en fait, j'utilise mes différents diplômes, mes différents mémoires de recherche pour me faire mes brainstorming, mais je passe certainement à côté de plein d'informations. C'est un travail un peu dans mon coin, hein, donc n'hésitez pas si vous pensez à d'autres choses. Excuse-moi, Marianne, si tu as fini de partager l'écran, oui, je vais arrêter. Comme ça, on te voit en grand. Merci. Ça marche. Alors moi, je me demandais si tu pourrais proposer, par exemple, à quelqu'un qui fait... Alors, moi, j'ai des patients qui sont plus forcément en télétravail, mais qui, depuis justement cette période Covid qui a obligé les gens à davantage échanger en visioconférence, à en fait refaire des réunions sur site, mais en visioconférence avec les autres. Donc, oui. plus forcément en télétravail. Et donc, ils se retrouvent dans des grandes salles à plusieurs, en visioconférence, plus des gens qui sont sur place. Et donc, on essaye de trouver des solutions. Et c'est vrai que c'est compliqué pour eux de s'imaginer avec des oreillettes ou quelque chose comme ça. Donc, est-ce que ce serait, par exemple, l'occasion de leur proposer des... alors, je ne sais pas du tout comment ça pourrait être mis en place, mais des micros serre-tête, justement. Ouais, voire même, tu vois, des micro-casques. Alors là, pour le coup, Ok. tu vois, avec vraiment écouteurs et micro ensemble. Ok. Que tout le monde ait son micro-casque. Comme ça, il n'y a pas de brouhaha, tu vois, chacun s'entend, chacun entend ce que l'autre dit. Je pense que c'est ça l'idéal. Ok. Parce que je trouve qu'ils sont hyper réticents, même en arrivant à argumenter, nous, suffisamment sur la nécessité de justement faire d'utiliser quelque chose qui leur permette d'aider à ce que la voix soit porte plus sans que eux soient obligés d'utiliser leur voix plus fort. Et ben en fait, malgré ça, ils restent sur, je trouve, enfin quelques-uns restent sur leur position en disant non, non, mais je vais pas arriver avec des oreillettes, etc. Mais c'est vrai que j'ai pensé après à cette histoire de micro-serre-tête. Ouais. Micro-casque, ok, très bien. Voilà. Je vais Comme ça, poser. tu as les deux ensemble. Ouais. Chacun a son poste, tu vois. Chacun se vient avec sa petite tablette, son truc, voilà. Même ceux qui sont dans la pièce, finalement, sont virtuellement dans le Zoom et sont tous réunis en salle de réunion virtuelle, même s'ils sont physiquement côte-côte. Mais voilà, ils ont le micro-casque qui leur permet de continuer à se dire je ne vais pas hurler, puisque j'ai le micro qui est juste à côté de ma bouche et qui va permettre d'avoir vraiment un confort d'écoute de tout le monde. Très bien, merci. Bon. Est-ce qu'il y a encore des questions? Moi, pas une question, mais plus une remarque, parce que du coup, Louise et moi, on fait notre mémoire sur l'incidence du port du masque sur la voix des enseignants, oui. En comparant un peu la période avant la crise sanitaire et puis là, maintenant qu'on est encore en plein dedans. Et c'est vrai que c'était intéressant parce qu'à terme, on voudrait faire une plaquette d'hygiène vocale et on avait pensé à l'idée de l'amplification, mais c'est vrai qu'on ne savait pas trop ce qui existait et ce qui serait vraiment pertinent et utile. Et du coup, c'est très intéressant du coup, de voir qu'il existe deux, trois petites choses et même qu'il y a des choses qui sont pertinentes ou non d'ailleurs. Donc,
Du coup, merci, parce que ça nous oriente un peu. Lisa, il y a, par simple curiosité, j'étais allée regarder aussi un petit peu, et puis je suis tombée sur une revue de littérature canadienne il y a un an de ça, à peu près. Je peux, tu m'envoies ton adresse mail, je t'envoie ça. Après tout, Ouais. vraiment de la petite bouillie pour oisillons, tu sais, piou, 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 voilà, tout dans le bec. Parfait. Très intéressant. Et puis du coup, j'avais réfléchi à voilà, deux, trois choses là-dessus. Ça me passionnait aussi énormément. Et puis de t'envoyer ça. Parfait. On prend tout ce qui pourra alimenter notre mémoire. Exactement. Ah bah alors là, vous allez être, vous allez, vous allez me faire une dédicace, vous allez voir. Ah, il est parfait ce truc. Bien, bah, peut-être qu'on va en rester là. Ben, ouais, avec, moi, ça m'avait fait bien plaisir hein, de vous parler de tout ça. C'est toujours, il y a le quotidien de l'orthophoniste un peu lambda, on va dire, et puis il y a toute cette partie-là de mon exercice et j'adore m'y replonger. Merci beaucoup pour l'invitation, Elisabeth. Hein, ça m'a, et Écoute, Isabelle aussi. on avait Olivia, très, très pareil. envie que tu participes déjà l'année dernière. Et puis, non, je pense que c'est ce discours très technique venant de quelqu'un qui, par ailleurs, a une expérience clinique très, très importante. Je trouve que c'est fabuleux. Et pour moi, l'orthophonie, bah, c'est ça, en fait. Hein. C'est cette capacité d'allier à la fois les domaines scientifiques avec les domaines cliniques qui sont finalement peut-être plus subjectifs et peut-être plus proche du patient, je pense, mais avec cet arrière-fond scientifique qui fait que bah, on sait à peu près où on va. Moi, je trouve que c'est passionnant. Oui, c'est pas toujours évident d'équilibrer, mais c'est vrai que ce qui me motive, c'est de comprendre, hein, comprendre pourquoi et comment, que ce soit finalement du fonctionnement humain ou du fonctionnement technique. Et puis, oui, il faut trouver l'équilibre entre, mais un peu comme on va aussi parfois être un peu trop précise dans nos explications techniques quand on fait de la rééducation, voilà, de trouver le juste milieu sur ce dont le patient a besoin en réalité, et puis voilà, laisser le reste un petit peu de côté. Oui, c'est vrai que c'est très orthophonique, comme voilà, avec plaisir. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Écoute, moi j'étais ravie de te réentendre. Je me réjouissais de cette soirée parce que je t'ai entendu déjà en présentation au congrès d'orthophonie, tu sais, en juin Oui. sur voilà. Et j'étais ravie. Et tu vois, j'ai repris encore plein de notes. Oui, c'était très très similaire à ce que j'ai présenté. Hein. Mais oui, mais en fait, on le. Alors déjà, je pense que c'était pas le même contexte. Enfin, voilà, Oui, tu vois, je ne bien vais sûr. pas me représenter dans le même contexte. Et puis, j'ai apprécié cette proximité avec toi et voilà, ta disponibilité parce que voilà, j'ai plein de questions. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Je te remercie beaucoup pour cet échange et tout le plaisir était ta pour moi. présentation. J'adore ça. Merci à toutes. Alors, moi, je vais remercier aussi Marianne, surtout qu'on a essayé déjà de t'avoir la saison dernière et puis c'était compliqué, ça n'a pas marché. Voilà, et donc c'est super que tu aies accepté de reporter et d'être notre première conférence de cette saison. Et je voulais aussi te présenter, alors du coup, notre nouvelle maison de la voix, parce que avant, il y avait Elisabeth et moi, et effectivement, Olivia nous a rejoints en cours de route, et Clémentine, qui est là aussi, qui est un petit peu dans l'ombre, Clémentine Copolan, qui anime un podcast sur la voix avec des émissions passionnantes. Voilà, et donc maintenant, nous sommes 4 à co-animer, à co-organiser la Maison de la Voix, et c'est vraiment super. Voilà, parce qu'une petite équipe comme ça, ça crée beaucoup d'énergie, d'émulation d'idées. Voilà, donc c'est vraiment, je suis vraiment contente qu'on arrive à
à faire progresser cette maison de la voix, à la faire continuer au-delà de la période du Covid, puisqu'on l'avait lancée pendant la période du Covid. Voilà, et de continuer à avoir des conférences passionnantes comme la tienne ce soir. Donc, merci, je suis très honorée d'ouvrir le bal de la saison 2021. Merci beaucoup. Merci à toutes celles qui, je dis celles parce qu'il n'y a pas de ce soir, donc merci à toutes celles qui étaient là ce soir. Donc cette conférence sera postée sur le site de Courant d'Art et pourra être vue en replay. Donc si vous connaissez des gens qui n'ont pas pu être là ce soir et qui ont envie de voir cette conférence, eh bien vous pourrez leur envoyer le lien. Voilà, donc merci à tous d'avoir été là ce soir avec nous. Et comme d'habitude, comme on a les clés de la salle, eh bien, on va fermer la salle et on vous laisse quitter la salle petit à petit.